Mesdames et messieurs, bonjour, ou peut-être bonsoir, dans tout le cas, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Écoverte qui vous parle justement de cette activité, ce forum mondial qui s'annonce le 10 novembre 2025. Le parti signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 se retrouve finalement dans la ville brésilienne de Belém pour évaluer les différents engagements pris par le précédent forum dans le cadre pour protéger l'environnement. Et vous savez que cet objectif justement a été décidé il y a plusieurs décennies justement, qui consistait à pouvoir stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse sur le système climatique mondial. La RDC qui fait partie justement de ce près de 200 États et d'organisations mondiales et pour pouvoir commencer à comment est-ce que ces différentes parties vont devoir pouvoir se battre justement pour tenter de trouver une solution à cette question d'actualité qui est celle du réchauffement climatique. Le monde se réchauffe, comment les acteurs doivent s'impliquer. La RDC s'y prend justement avec beaucoup d'initiatives, notamment la création d'un couloir vert dénommé Kivu Kinshasa, justement une vaste étendue qui va désormais notamment être occupé par les environnementalistes justement dans le cadre de ces initiatives, l'initiative gouvernementale, la RDC, qui est l'un des plus grands poumons de forêts primaires à travers le monde après l'Amazonie. C'est justement, nous avons cette forêt qu'on appelle la forêt équatoriale. On en parle justement de cette question d'actualité avec Maître Willy Eloi, qui est chargé de campagne et monitoring au sein de l'ONG APEM, Action pour la promotion et la protection des peuples espèces menacées. Il est membre de la société civile. Monsieur Willy, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Géopolis. On a parlé justement à l'introduction de cet entretien avec vous, de cette épineuse question. La RDC doit présenter un cahier de charge justement à ce qui va se passer au Brésil, à Belém, dans cette ville qui est ville haute justement de la 30e conférence sur le climat des Nations Unies organisée. Ça sera le 10 novembre prochain. Aujourd'hui, la RDC a pris beaucoup d'initiatives. Nous avons un ministère d'État même, de chargé de l'environnement et du développement durable. La RDC a pris beaucoup d'engagements dans ce sens-là, dans l'objectif qu'on a appelé l'objectif 2030, l'objectif de développement durable jusqu'à 2030. Et notamment, parmi ces objectifs, il s'agit de la création d'une zone qu'on appelle couloir vert Kivu Kinshasa, qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres. Et ça concerne un peu quelque chose de 100 milliards d'hectares, 100 000 hectares de forêt, 100 kilomètres carrés d'hectares de forêt. Avec l'expertise que vous avez travaillé certainement dans ce dossier. Aujourd'hui, l'RDC, quel est le cahier de charge que le pays doit présenter justement à la communauté internationale lors de ce forum qui s'annonce le 10 novembre prochain? Merci, monsieur le journaliste, la question posée. En rapport avec la COP, il faut préciser que nous sommes comme vous l'avez dit, nous sommes à la 30e COP. C'est qu'il y a eu d'abord les résolutions qui ont commencé depuis très longtemps. Voyez-vous? Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de travailler sur les résolutions qui ont été prises à la 29e COP à Bakou. Et donc, il y a des questions qui n'avaient pas encore trouvé de réponse. Et ici, nous voyons surtout les aspects liés au financement, parce qu'il faut, bien que nous devons aller vers la conservation, nous devons hausser nos ambitions dans ce sens-là, mais il faudrait aussi voir les aspects liés au financement. Et là, à Bakou, les partis avaient convenu sur un plan de mobilisation de plus de 130 milliards de dollars par an qu'il fallait mobiliser. Mais la question qui était au centre, c'était par rapport à la responsabilisation. Qui devrait le faire? Et ça a divisé un tout petit peu les pays du Nord et nous qui sommes du Sud.
Tout simplement parce que vous savez qu'on a toujours un discours alarmiste en disant que nous contribuons à travers nos forêts, à travers nos ressources, et les autres aussi veulent que nous puissions également contribuer. Et donc la question, elle est vraiment à ce niveau-là. Notre agenda doit aussi regarder ce que nous allons apporter dans cette enveloppe pour pouvoir financer les actions climatiques. Et ça c'est un aspect. Nous avons encore d'autres recommandations à adresser et le travail est en train d'être fait. Les organisations de la société civile se préparent déjà pour, n'est-ce pas, travailler et préparer la COP. Et nous ne le faisons pas seuls, on le fait à travers nos différentes plateformes, les GTCR, ainsi que l'administration. Vous parliez de cette situation, de cet engagement des différents États qui doivent se parler. Il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris à Bakou et puis c'était en 2024, c'était l'année dernière. Il y a aussi cet engagement qui avait été pris l'autre fois à Glasgow où les États se sont engagés pour beaucoup de choses, notamment se battre justement pour le financement des efforts de pays pauvres pour tenter de pouvoir contribuer justement à l'amélioration, à la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, la RDC, comme je tentais de dire, c'est le deuxième poumon environnemental du monde. Et avec, après l'Amazonie, c'est les forêts de bassin du Congo. Si la RDC abrite plus de 60% de ces forêts. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC a un mot à dire dans ce cadre-là? Est-ce que la RDC a les arguments, les engagements qui ont été pris par le pays dans les cadres-là? Parce que vous, en tant que société civile, vous aviez eu la responsabilité justement de contribuer à ce que la RDC puisse pouvoir atteindre ses objectifs en termes d'engagement. Oui, tout à fait, monsieur le journaliste. Je crois que la RDC a un mot à dire. Elle a un mot à dire parce qu'elle regorge, comme vous l'avez dit, de ressources, une ressource naturelle assez énorme. Et nous sommes le pays au centre des enjeux environnementaux. Et nous regorgeons plus de 60% de forêts tropicales de bassin du Congo. Et donc nous avons les atouts et nous avons également les minéraux stratégiques qui répondent à beaucoup de défis. Et donc on a tous les éléments endogènes pour pouvoir présenter et faire valoir ce que nous disposons en termes de solutions dans ce pays. Mais le problème, c'est d'avoir des politiques, aussi un cadre légal et institutionnel capable de pouvoir assurer la bonne gouvernance de tout ce que nous avons. Aujourd'hui, par exemple, à Bakou, il y a eu des thématiques qui n'ont pas été finalisées, qu'il faut peut-être aborder à la COP 30. Et à la COP 30, il faut aussi présenter la CEDEN, la nouvelle version de la CEDEN qui est en cours de révision. Mais cette révision doit être faite et doit se faire de manière participative, en associant toutes les parties prenantes, la société civile, les communautés locales, les peuples autochtones pygmées, le secteur privé qui doivent également prendre part à l'élaboration de cette nouvelle version de la CEDEN que nous devons, n'est-ce pas, présenter, ne serait-ce qu'un draft à la COP 30. Voilà autant de questions qui, n'est-ce pas, méritent d'être abordées au cours de cet événement mondial et qui particulièrement sera organisé dans un pays forestier, un grand pays forestier qui est le Brésil, et que nous allons devoir avancer avec cet agenda-là. Alors, le défi climatique de la RDC en termes sur le plan environnemental, j'ai fait un petit résumé qui consiste à parler de la déforestation, où vous avez la situation de plus de 11 millions d'hectares de forêts primaires, tropicales, qui ont été détruits. Rien qu'en 2021, vous avez aussi le braconnage qui fait bas son plein dans nos parcs et dans les zones, aussi des zones protégées comme les réserves. Vous avez aussi la pollution des eaux, notamment à Kinshasa, la capitale de la RDC. Vous avez aussi l'insalubrité, vous avez la perte de la biodiversité, vous avez les déchets dangereux comme le sachet, les déchets plastiques qui polluent les environnements, l'écosystème, nos rivières.
aujourd'hui, commençons un par un. Aujourd'hui, la RDC s'est engagée finalement dans ce cadre-là de pouvoir planter plus d'1 milliard des arbres, 1 milliard d'arbres, et finalement, les fins forestiers nationaux estiment que l'objectif pris, la décision prise, l'option levée par la RDC a été atteinte en 2023. Aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que société civile, vous travaillez dans ces secteurs, vous pensez que dans ces secteurs-là de reboisement pour justement compenser les quelques 11 millions d'arbres, d'hectares, de forêts tropicales qui ont été détruites est atteint par le gouvernement. Vous êtes satisfait justement de ce qui est fait en termes de la réponse gouvernementale étatique à cette question de déboisement de nos forêts? La question, je pense que, est-ce qu'il faut répondre oui ou non à cela? Personnellement, je me dirais que c'est encore un défi. Vous l'avez relevé dans l'énoncé de votre question, qu'il y a un taux très très élevé de la déforestation en RDC. Et la solution, elle doit être plus basée sur la nature. Nous devons le faire, mais avec les communautés locales, avec les peuples autochtones ensemble. Tout le programme que nous avons aujourd'hui, que nous énonçons politiquement, sur terrain, ils ont du mal à pouvoir à être même visibles. Vous comprenez? Et donc, du coup, il se pose un problème de l'évaluation des différents programmes que nous avons aujourd'hui, que nous implémentons, surtout celui que vous venez de citer, sur le reboisement. On sait tous qu'il y a un problème sérieux de gouvernance dans les secteurs et qu'il faut mettre du sérieux, pas seulement des politiques, mais des hommes qui sont censés travailler et qui peuvent apporter des résultats. Nous apprenons ça et là qu'il y a des projets, par exemple, de reboisement qui ne marchent pas, tout simplement parce que les fonds ont été mal affectés ou peut-être mal utilisés, et beaucoup de questions autour de la gouvernance. Moi, je crois que si nous essayons d'assainir les secteurs, on pourra peut-être espérer avoir des résultats à présenter et puis à pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que les bénéfices reviennent aux vrais conservateurs de forêt qui sont les communautés locales. Bon, dans l'ancêtre, la RDC figure toujours parmi les 10 premiers pays au monde avec un taux de déforestation très prononcé après le Brésil, alors en même temps le pays est le deuxième poumon économique et poumon écologique du monde. Vous pensez qu'aujourd'hui la RDC peut se dire comme un pays solution, comme l'a toujours dit le président Tshisekedi, dans ce cadre-là, dans tous les forums où il prend part, il parle des atouts, du potentiel du pays, de pouvoir justement être une réponse, en tout cas à la crise climatique dans laquelle l'humanité se retrouve aujourd'hui avec nos forêts primaires qui peuvent absorber des quantités énormes de CO2 dont l'humanité a besoin pour la stabilité de notre système, de l'écosystème mondial. Aujourd'hui, je crois que le pays peut se dire qu'il est solution en termes par rapport aux ressources qui leur égorgent. Mais la question, c'est de voir comment ces ressources sont utilisées et exploitées. Vous comprenez? Lorsque nous voyons par exemple dans les secteurs forestiers, les exploitations, on continue à décrier des cas d'exploitation illégale, et surtout l'exploitation artisanale de bois, et voire même le non-respect des mesures telles que le moratoire. Je crois que tout cela nous permet de pouvoir dire que c'est là, la solution, elle est là, oui, parce que nous avons des ressources, mais la manière dont on utilise la gouvernance autour de la question ne nous permet pas de pouvoir nous présenter comme une solution. Si, comme je l'avais dit tantôt, si on n'arrive pas à orienter les choses dans le sens d'aller vers une gestion durable des ressources naturelles, je pense qu'on ne l'est pas.
je crois qu'on aura du mal à pouvoir se faire considérer ou à continuer à porter ces costumes des solutions. Alors, c'est toujours dans ces cadres-là qu'on parle justement des engagements de la RDC dans le cadre de la lutte contre la déforestation, là, le cadre de la lutte contre le changement climatique. Vous savez, l'objectif est d'atteindre moins de 2% des degrés Celsius pour justement prétendre à pouvoir être un pays qui contribue justement à la protection et la préservation de l'environnement. Et aujourd'hui, la RDC, comme tout le pays, est confronté à cette question de développement, de sous-développement justement de notre pays, notamment avec les populations locales. Là où se trouve justement l'environnement à protéger, les populations locales qui sont sous-développées et qui ont un taux de pauvreté très prononcé, très prononcé, je veux dire. Et finalement, ces populations sont obligées de pouvoir ne pas travailler, de s'abstenir de travailler sur des forêts qu'ils occupent, qu'elles ont hérité de milliers d'années par les ancêtres. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la RDC a les manettes, a les moyens de sa politique justement pour se prévenir notamment de pouvoir investir suffisamment dans le déboisement qui contribue justement à ce qu'on appelle la politique environnementale et en même temps pouvoir travailler pour que ces forêts soient préservées parce que ces populations vivent justement de ces forêts-là. Si vous pensez que cet objectif est possible, est-ce que ce n'est pas tout simplement des chimères, des choses que du vent qu'on vend à la population qui a besoin de vivre chaque jour? La population locale vit de la forêt. La forêt est un tout pour eux. Et vous, la forêt, c'est leur lieu de culte. C'est dans la forêt qu'ils puisent tout ce qui les aide à se nourrir. La forêt, c'est leur hôpital. La forêt, c'est leur, je l'avais dit, leur lieu de culte, c'est-à-dire leur église. Donc, en fait, ça constitue, n'est-ce pas, la vie pour eux. Nous qui travaillons très souvent avec les membres de communauté, nous qui travaillons ensemble avec ceux qui le représentent, nous savons l'importance que la forêt représente vis-à-vis par rapport à leur vie et à leur quotidien. La question que nous allons peut-être nous poser, c'est que fait l'État pour amener le développement et en même temps préserver la biodiversité à travers une gestion communautaire, inclusive et participative. Il est vrai que les politiques se développent. Nous avons des textes de loi, d'ailleurs on n'est pas parmi les pays très avancés en cette matière-là, mais est-ce que ça se ressent dans le vécu d'un petit Congolais, dans le vécu d'un membre de communauté ou d'un peuple autochtone pygmée qui se retrouve en pleine forêt? On sent lorsque nous allons sur le terrain, le travail que nous faisons, c'est, comme vous l'avez dit, je suis le chargé de campagne et je m'occupe de monitoring. Nous sentons cet écart-là entre les textes, entre le politique, entre les prévisions étatiques sur la gestion des forêts et la pratique, la vie réelle et les ressentis des communautés par rapport à tout cela. Et moi, je pense que nous devons travailler pour aider, n'est-ce pas, aussi l'État à avancer, à pouvoir appliquer. Vous avez peut-être des textes qui existent aujourd'hui. La loi portant protection des droits des peuples autochtones de 2002 qui est là, mais qui souffre d'application tout simplement parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Ou ce que nous appelons les mesures d'application n'existaient pas encore. Beaucoup de lois sont là, même la loi relative à la conservation de la nature, mais qui souffrent d'application tout simplement parce que nous n'avons pas tous ces cadres réglementaires pouvant aider à faire appliquer tous ces principes et reconnaître, renforcer le droit des communautés et aussi, pourquoi pas, la reconnaissance de la contribution des communautés locales et peuples autochtones à la crise climatique. Alors, parce que dans ce même ordre d'idée, vous parlez justement de cette nécessité de pouvoir appliquer la loi. Mais je voulais justement poser des questions de savoir, aujourd'hui, on a parlé parmi les braconnages comme étant
parmi les défis environnementaux auxquels le pays est confronté. Le braconnage fait partie de la survie de ces populations locales qui n'a pas assez de ressources et qui n'est pas un élevage prononcé, et qui a besoin de pouvoir travailler à partir de ces forêts qu'il a toujours été, elle a toujours été dans ces forêts depuis les millénaires, justement pour la survie. Aujourd'hui, dans nos parcs, un peu partout à travers le pays, vous trouvez cette situation-là de la cohabitation difficile entre les populations locales et les éco-gardes qui sont là pour protéger justement l'espèce animale qui est en évolution, qui est en vie dans les parcs nationaux du pays, et des populations dans une situation de précarité qui a besoin justement de se nourrir. Qu'est-ce qu'on fait dans ces genres de conditions, vous en tant que société civile, pour travailler justement à ce qu'on peut concilier le développement dont on a besoin et la protection au même moment de l'environnement? La question, elle est très très pertinente. Ce que je peux dire par rapport à cette problématique, c'est que nous ne pouvons pas exclure l'homme dans la conservation. Parce que nous conservons pour l'homme. La conservation doit être faite pour l'homme. Elle doit être d'abord inclusive, c'est-à-dire associer l'homme qui vit aux côtés de ressources dans la gestion et dans la conservation. Vous savez, nous avons vécu un moment en fait, c'est cette forme-là dont on a beaucoup décrié, hein, la conservation militarisée, la conservation dirigiste, où on pensait que s'il faut conserver, il faut nécessairement écarter l'homme. C'est comme ça que les aires protégées, il y a certaines catégories d'aires protégées où l'homme ne peut pas accéder. Et ça, on commence à pouvoir intégrer la dimension humaine dans la conservation. Même l'organe de gestion, si je cite l'Institut congolais pour la conservation de la nature, a adapté un tout petit peu ses approches en allant dans le sens de pouvoir intégrer et reconnaître le droit de ceux qui vivent aux côtés des aires protégées. Aujourd'hui, vous avez des outils tels que le mécanisme de gestion des plaintes, comprenez, qui n'existait pas avant. Parce qu'il s'est posé un problème. Les membres des communautés qui, n'est-ce pas, avaient des griefs à relever contre le gestionnaire du parc ne savaient pas où adresser leurs plaintes. Mais aujourd'hui, vous avez cet outil-là qui est en train d'être expérimenté sur terrain avec des résultats aussi intéressants. Et pour nous, nous pensons que c'est quand même une avancée. Et actuellement, vous avez par exemple les lignes directrices sur les clips. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer une aire protégée, un espace dédié à la conservation sans consulter les communautés et sans obtenir leur quitus. Et donc, beaucoup de sauvegardes sociales et environnementales qui signalent que la conservation que nous avons vécue hier, la conservation où les communautés devraient être délocalisées, la conservation où les communautés devraient être exclues, est en train de reculer un tout petit peu et laissons la place à une conservation participative, à une gestion qui impliquerait les communautés locales, les peuples autochtones, à une manière de gérer qui serait un peu plus consensuelle. Aujourd'hui, il y a des organes de gestion, par exemple les COCOSI, hein, les comités de coordination des sites, qui, n'est-ce pas, impliquent les communautés. Et nous ressentons quand même cette... qu'est-ce que je peux dire, cette façon de fusionner, cette façon de se mettre ensemble et de pouvoir gérer les aires protégées. Nous sommes encore à la phase expérimentale de tout ce dont je viens de vous dire tout à l'heure. Et donc, si nous avançons comme ça, si nous allons voir que plus les communautés auront confiance aux gestionnaires, plus les communautés comprendront que la conservation qui s'est faite dans les aires protégées n'est pas contre eux, mais c'est pour eux aussi,
Et non seulement pour eux qui sont là-bas, mais pour toute l'humanité, je crois que nous aurons réussi un grand cap, parce que la meilleure conservation, elle est celle qui se fait par les communautés locales. Et vous allez voir, par exemple, un grand parc tel que le parc national La Salonga, que je connais bien, mais qui n'a pas plus de 500 écogardes, par exemple. Et vous pensez que ces grands, vastes parcs peuvent être réellement surveillé, géré par ces personnels qui n'est pas assez suffisant. Et donc, si nous n'associons pas les communautés locales, si on n'associe pas les peuples riverains des différentes aires protégées, je pense qu'on ne va pas atteindre les objectifs de conservation et les objectifs de préservation de la biodiversité qu'on s'est assigné dans ces différents programmes. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'un atelier a été organisé il n'y a pas longtemps, donc c'était autour du 17 au 18 mars dernier, où les acteurs du mouvement climatique, justement pour la préservation du climat, vous avez parlé, vous avez travaillé sur ces créneaux, justement pour voir les défis climatiques auxquels le pays fait face. Nous allons suivre cet élément réalisé par Rosie Chioyo, qui nous parle justement de cette question environnementale, parce que la RDC a besoin de pouvoir travailler, la société civile de la RDC a besoin de travailler pour présenter justement un document à même de pouvoir faire fierté du pays, un pays qui se présente comme pays solution dans les concerts des nations, et c'est important parce que le pays a besoin justement de sa contribution, structurer sa démarche pour pouvoir obtenir tout ce qui revient, tout ce qui va avec les efforts pour la conservation de la nature. Au cours de ces 2 journées d'échange, les participants ont engagé des discussions approfondies sur les impacts potentiels du couloir vers Kivu-Kinshasa, prévu pour concilier la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique et les développements socio-économiques des communautés locales. Cependant, des préoccupations majeures ont été soulevées concernant le droit humain des communautés locales et des peuples autochtones. Nous avons été motivés justement par l'ampleur de ces projets, qui représente beaucoup d'impact potentiellement sur les droits de communautés et peuples autochtones. Pour nous, dans le cadre du mouvement pour la justice climatique, il était important que nous puissions convier tous les acteurs et parties prenantes à cette rencontre d'échange surtout, afin de réfléchir ensemble sur ces impacts, sur ces enjeux, et aussi voir comment nous pouvons identifier certaines actions possibles, et aussi élaborer une stratégie claire de plaidoyer pour justement concourir à la requalification de ces projets. Au cours de ces activités, les représentants de la société civile n'ont pas manqué à signaler un défaut congénital dans la conception de cette initiative, pointant du doigt l'absence de participation des parties prenantes lors de sa conception. Selon eux, cette omission soulève de sérieuses interrogations sur la légitimité et l'équité du projet. Nous les déplorons toujours, nous les acteurs de la société civile, nous déplorons que ces couloirs est né avec un défaut congénital. Et quel est ce défaut? C'est la non-participation de toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, la société civile, le secteur privé et voire même d'autres administrations sectorielles ont relevé le fait qu'ils n'ont pas pris part à la construction de ces projets. Au terme de cette activité, les différents participants n'ont pas manqué de s'exprimer. Je suis très contente de participer à cette activité parce qu'il y a des échanges sur les questions qui nous touchent, les questions de justice climatique et les questions de changement climatique en général. Nous avons l'opportunité de bénéficier de l'expérience de ceux qui sont venus 20 ans, 30 ans avant nous, et ça nous permet à nous jeunes de nous positionner par rapport à ces questions-là. Je félicite les organisateurs, principalement Greenpeace, pour nous avoir associés dans cette activité louable et qui a rassemblé plusieurs organisations où on a eu à échanger sur des questions très importantes, la question du bassin du Congo et puis la question
du couloir vert associé avec les autres actions, par exemple la question des hydrocarbures. Ces 2 jours d'atelier ont ainsi servi des plateformes pour évoquer les inquiétudes et les aspirations des acteurs concernés, ouvrant la voie à un dialogue nécessaire sur l'avenir environnemental de la République démocratique du Congo, mais aussi de mettre en place des activités à organiser pour pouvoir sensibiliser les populations locales face à ce sujet. Oui, vous comprenez justement, c'est ce reportage réalisé par Rosichi Yoeli Kabeya qui parle justement de cette nécessité de pouvoir avoir un cahier de charge justement pour la justice climatique. La RDC, c'est un pays en développement qui a beaucoup d'initiatives dans ce cadre-là, dans ce processus de développement de pays. Et malheureusement, dans ce cadre-là, justement, nous avons des difficultés de pouvoir concilier le développement et la protection de l'environnement. Vous êtes à Kinshasa, vous voyez comment l'environnement est suffisamment détruit en termes justement de la pollution de nos cours d'eau. Les fleuves Congo n'est pas vraiment un bon exemple, en tout cas ce qui concerne les grands cours d'eau, les grandes cours d'eau de cette accablure-là qui permettent justement que nous puissions parler que le pays est là en train de promouvoir l'environnement. Il y a notamment le fleuve Congo, et toutes les rivières qui sont dans Kinshasa, qui sont suffisamment polluées avec de sachets, avec de plastique, on ne connaît pas comment est-ce qu'on va. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, avec les ambitions que vous affichez avec en termes en tant que société civile, environnementale, que le pays peut encore donner mieux que ce qu'il donne aujourd'hui en termes de la protection de l'environnement? Le travail que nous faisons, nous de la société civile, c'est de... On est un groupe de pression, c'est-à-dire nous poussons l'État à réaliser ses engagements. Vous êtes fier justement de ce que vous faites, de ce que nous faisons. C'est suffisant. Tout à fait. Et donc, à travers les actions de plaidoyer, les actions de masse que la société civile, les notes techniques que nous adressons, les notes de position que nous prenons et celles de contribution aussi, nous demandons à l'État d'accomplir ses devoirs dans tous les secteurs de la vie, et surtout pour nous qui sommes de la société civile environnementale, dans les secteurs qui nous concernent nous. La réunion dont vous faites allusion, elle était d'une grande importance, parce que avant, je me rappelle, il y a quelques années, les acteurs participaient à des rencontres internationales de manière assez dispersée. On se retrouvait là-bas, Junior, moi, les autres, sans qu'on se concerte, sans qu'on ait une idée convenue de ce que nous allons devoir présenter en termes de cahier de charges. Et ça, c'était l'un des objectifs de cette rencontre qui était de pouvoir préparer, affûter les armes, surtout les acteurs de la société civile, pour, n'est-ce pas, aller à la COP30. C'est très important que nous ayons une voix, qu'on se concerte avant de pouvoir présenter nos revendications, nos problèmes, et pourquoi pas orienter les négociateurs. Parce que nous sommes observateurs, nous ne sommes pas parmi, et évidemment, il y a des délégués de la société civile qui ont été nommés comme négociateurs, mais en ce qui nous concerne, nous, on est là comme indépendants, mais nous pouvons aussi appuyer les négociateurs. Nous avons la main tendue de cette équipe qui, n'est-ce pas, demande le soutien des acteurs ou des experts de la société civile sur cette question-là. Et donc, c'était l'occasion de pouvoir discuter, d'abord, poser le diagnostic de ce qu'a été Bakou, quelles sont les thématiques qui n'ont pas été abordées à Bakou, ça a été relevé, et j'avais abordé au début ici les questions liées au financement, parce que le pays du Nord ont tendance à vouloir aussi que nous, ceux du Sud, que nous puissions participer. Quelle est notre position par rapport à cela? Alors que, donc, en termes de pollution, c'est d'abord... En termes de pollution, c'est d'abord eux. L'Afrique, c'est moins de 5% de pollution. Et voilà. Et donc, tout cela, c'est des questions que nous devons, n'est-ce pas, discuter, qu'on doit consolider pour présenter à ceux-là qui ont des moyens. Parce que nous n'avons que
on a la ressource, mais et ils veulent que dans ces paquets-là de plus de 1,3 milliard de dollars qu'il faut mobiliser, nous devons aussi, ils veulent avoir aussi la part de pays du Sud. Et donc, la société civile doit renforcer l'État dans ce sens-là. Il y a pas mal de thématiques qui n'ont pas été finalisées et la déclaration de Bakou est claire par rapport à ça. Et donc, c'était important de pouvoir en discuter. Autre chose, c'était aussi, nous avons débattu de la reconnaissance des efforts que là, les forêts du bassin du Congo fournissent pour, n'est-ce pas, apporter des réponses à la crise climatique. Et cette reconnaissance passerait par, n'est-ce pas, pourquoi pas, on parlerait d'une journée régionale du bassin du Congo où tous les acteurs peuvent se retrouver pour parler des défis, des leçons et de comment faire avancer l'agenda climat dans les pays de la sous-région. Et moi, je crois que ça aussi, c'était parmi les actions qui ont déjà commencé depuis l'année passée à Yaoundé, à la conférence tenue à Yaoundé, et qu'on devrait continuer à y réfléchir et voir quelles sont les cibles, quelles sont les parties prenantes, quelles sont les organisations qui peuvent nous aider à avancer. Et ça a été aussi au centre de discussion. Nous avons également abordé la question du couloir vert. Des couloirs... On va y revenir, mais Merci. je me poser la question de savoir, aujourd'hui, cette initiative des Nations Unies pour lutter contre les changements climatiques a été, au début, c'était adopté par 154 États ou pays signataires à l'organisation, dont le siège se trouve à Born en Allemagne. Et quand aujourd'hui, déjà, à partir déjà de 2015, plus de 195 États ou parties signataires de cette organisation avec un taux de participation. Vous voyez que la première, c'est déjà à Kyoto, on était déjà à 10 000 participants. Vous venez finalement à Paris, on était à 30 000 participants. Pour arriver justement à Bakou, on était à presque 40 000 participants. Aujourd'hui, la RDC doit se présenter dans cet aréopage de beaucoup d'acteurs qui doivent contribuer justement à ce forum, à cette évolution de choses. Mais le pays, qui se dit pays solution, avec ce potentiel, notamment les forêts de bassin du Congo, les forêts tropicales le plus grand d'Afrique, 60% se trouvent au pays. Vous pensez que la RDC, quelles seraient justement les priorités du pays, justement dans ce cadre-là, pour pouvoir faire attendre sa voix? Vous êtes de la société civile, oui, vous n'êtes pas de l'action gouvernementale, mais vous contribuez, comme vous avez dit, à travers vos lobbying, pour que nous puissions avoir une voix audible sur la scène internationale. Il y aura beaucoup de participants, ça sera au-delà des 50 000, selon autour des 50 000, selon André Correa de Lago, le président de la COP 30. Est-ce que vous pensez que qu'est-ce que la RDC doit présenter, parce que le pays s'est engagé déjà dans ces cadres-là, de pouvoir être le pays solution d'ici 2030 en signant les objectifs des Nations Unies pour le développement durable, qui a consisté justement à prendre des engagements sur le plan climatique. Ça serait quoi l'engagement du pays, les engagements du pays pour justement atteindre ces objectifs, pour que le pays soit plus ou moins crédible au-delà des couloirs verts auxquels nous allons revenir largement après justement cette question? Le pays a beaucoup de choses à pouvoir présenter. Et c'est d'abord, tel que vous l'avez décrit, nous sommes un scandale en termes de ressources naturelles. C'est des éléments que nous allons devoir présenter pour dire que voilà la réponse à la crise climatique, surtout dans le bassin du Congo, se trouve principalement en RDC. Vanter ce que nous sommes réellement. Et ça, c'est aussi un autre défi. On se vante pourquoi? On se vante parce que vous nous demandez de ne pas couper,
de ne pas exploiter de manière abusive, qu'est-ce que nous gagnons en contrepartie? Je reviens sur ce que j'avais dit. Et donc, l'État doit présenter un agenda qui incite les financements, qui incite, n'est-ce pas, les appuis, et les appuis qui seront directs aux communautés locales et aux peuples autochtones que nous considérons comme les premiers ou le vrai conservateur, ce qui préserve la biodiversité. Et donc, c'est ces mécanismes-là qu'il faut présenter. Et on ne le fera pas. Disons, on va devoir le faire dans un cadre un peu plus bien élaboré, à travers, par exemple, j'ai cité le cas de SEDEN ici qu'il faut réviser. Et encore qu'avant de pouvoir réviser la SEDEN, nous allons à la SEDEN 3, il faut poser un diagnostic de ce qu'a été la SEDEN, la version antérieure. Et donc, ce sont toutes ces questions-là que nous devons pouvoir, que nous attendons de notre pays, et que nous estimons que les négociateurs qui vont porter la voix de l'État vont s'aligner derrière ça pour davantage présenter l'État, présenter le pays comme étant solution, et pas seulement s'arrêter à ces discours ou bien à ces positions déclamatoires, mais faire en sorte que cela incite de moyens et incite de financement qui iront dans le sens de pouvoir développer l'économie verte en RDC. Voilà, c'est dans ce cadre justement que la RDC s'est engagée pendant un certain moment, notamment par le discours du chef de l'État à Glasgow. Justement, la RDC s'est engagée à créer un couloir vers Kivu-Kinshasa. C'est autour de 100 000 km². C'est beaucoup plus d'ambition de la RDC dans ce cadre-là. Ça concerne beaucoup de régions, au moins les 14 provinces qui sont concernées justement par cette initiative. Ça quitte les provinces du Nord Kivu, en passant par le Maniema, et qu'on sort jusque dans la province du Latchopo, jusqu'à arriver à Kinshasa. Il y a beaucoup de provinces sur cette ligne-là. Le pays compte justement créer un couloir vert. Un couloir vert, en résumé, ça consiste justement à créer des conditions d'un développement durable. Et dans ce couloir-là, il y a beaucoup plus d'industries, il y a beaucoup plus de villes, il y a beaucoup plus de zones rurales qui demandent justement un travail sur le fond. Et ça a été décrit ici dans le cadre de cette émission que l'initiative présidentielle, l'initiative gouvernementale pourrait être beaucoup plus... nous détacher justement de la personnalisation du débat. L'initiative du gouvernement n'a pas tenu compte justement de ces réalités sur le terrain pour voir comment est-ce que la communauté locale devrait participer justement à cette initiative qui est plus ou moins louable parce qu'elle concerne beaucoup plus de millions de personnes pour promouvoir un développement durable. Aujourd'hui, on parle avec le chargé de campagne et de monitoring de l'ONG APEM, et qui veut dire Action pour la promotion et la protection des peuples et espèces concernées et menacées plutôt. Aujourd'hui, vous pensez que ce qui a été fait par le gouvernement congolais, d'autres experts que j'ai reçus sur ces plateaux, toujours dans le cadre de cette émission, estimaient que c'était une décision prise, oui, louable, mais c'est une carte qui a été dessinée et c'est une zone qui a été décrétée sur base d'une carte dessinée. Vous pensez en tant que responsable à une ONG ou une ONG avec une particularité concernant la protection des espèces menacées, vous pensez que les droits des populations locales ont été pris en compte dans le cadre de cette initiative? Je crois l'avoir dit, même dans l'élément que vous avez partagé ici. Vous avez maintenant l'occasion de pouvoir vous exprimer. Oui, à la conclusion de la réunion. De l'atelier. climatique. Sur le mouvement pour la justice climatique. Oui, le couloir, il est là. Il existe. Juridiquement, il existe. Un décret a été pris. Une loi a été revisée pour cet objectif-là. C'est-à-dire, on a révisé la loi relative à la conservation de la nature pour intégrer cette catégorie d'aires protégées.
Et du coup, ça fait en sorte que on se retrouvait rapidement à créer cet espace qui part de Kivu jusqu'à Kinshasa, qui prend plus de 9 provinces, voilà, autant des entités territoriales décentralisées. Il y a même de grandes villes qui sont impliquées. Je vois qu'il y a d'autres organisations qui font des analyses pour voir comment ces couloirs verts vont coexister avec les entités urbaines, parce que même la ville de Kinshasa, une grande partie de la ville de Kinshasa effectivement, c'est ça justement est inclus. Et donc, beaucoup de questions autour de ce couloir. Mais, comme vous l'avez relevé, pendant la création, parce que les clips se réalisent en 2 étapes, avant et après la création. C'est-à-dire avant de pouvoir créer une aire protégée, parce qu'il faut vraiment rappeler que c'est un autre type d'aire protégée qui s'est créée, parce que la gestion de cet espace-là, elle est à la charge de l'ICCN, l'Institut congolais de la conservation de la l'organe de nature, gestion, mais qui doit travailler avec des parties privées, de partenaires privés qui peuvent investir parce que c'est un marché ouvert. Finalement, c'est le décret du 15 janvier. Tout à fait. Pas le Premier Et ministre. si vous voyez les motivations de la création, elles sont bonnes, mais la question c'était, est-ce que nous avons été impliqués? Et c'est ce que j'avais dit, que le couloir est né, mais avec un défaut congénital, parce que les différentes sauvegardes n'ont pas été respectées, notamment la participation, l'implication des parties prenantes que nous sommes, nos sociétés civiles et les communautés locales, et nous n'avons cessé de les dire. Nous avons fait des déclarations, nous avons suivi l'évolution de la loi depuis qu'elle a été déposée le 5 décembre jusqu'à son adoption par toutes les 2 chambres du Parlement juste après 10 jours, donc c'est-à-dire le 15. Et donc vous allez voir qu'il y a quand même une précipitation dans la construction de ce qu'on appelle couloir vert. Mais le travail à faire maintenant, c'est de pouvoir associer tout le monde. Nous attendons la main du gouvernement pour impliquer tous les acteurs, parce que la zone que couvre ce couloir, elle est multisectorielle. Et là, vous voyez, vous allez voir qu'il y a des concessions industrielles de coupe de bois, des grandes concessions agricoles. On peut parler même des cas de blocs pétroliers qui superposent cette zone-là. Quel est le régime? Voilà, tout à fait. Quel est le régime juridique de cet espace-là en ce moment? Parce que nous savons tous que par nature, les aires protégées sont dans le domaine public de l'État. Et toutes ces questions-là appellent à la participation de toutes les parties prenantes. Et donc maintenant, là, nous sommes à la phase de la gestion, à la phase où nous devons, conformément au décret, monter les outils de gestion sur les clips, sur le mécanisme de gestion des plaintes, les études d'impact environnemental qu'il faut mener dans la zone. Et donc, toutes ces questions-là doivent être structurées et aussi travailler avec les acteurs, disons, société civile, secteur privé et surtout les communautés locales qui peuvent être impactés négativement tout comme positivement par rapport à cette décision. Alors, on va terminer cet entretien. Je voulais vous poser peut-être l'avant-dernière question. Aujourd'hui, on parle justement on revient sur la question d'actualité. La RDC doit participer à la COP 30. La COP 30. Les États-Unis ont quitté justement cet accord, l'accord de Paris, qui martelait justement sur la nécessité de promouvoir des financements publics et privés
pour justement prendre en charge les efforts de protection de l'environnement. Et Correa de Lago, le président de la COP30, a décrié justement, il a regretté cette décision des Américains. Aujourd'hui, la RDC y va avec toute sa bonne foi. Nous sommes régis dans les cadres de COP, de la conférence sur le climat. Nous sommes régis par 3 principes, notamment celui de la principe de précaution, le principe de responsabilité commune mais différenciée et les principes de droit au développement. Et tout ça, c'est le droit international, mais qui est contraint, qui n'est pas contraignant. Et un droit international qui n'est pas contraignant entre les parties. La RDC voudrait miser sur la bonne foi des parties prenantes justement à cette conférence internationale sur le climat. Aujourd'hui, le pays doit recouvrer beaucoup de millions de dollars dans les cadres de crédits climatiques, les crédits carbone qui sont injectés pour les efforts compensés justement pour l'abstinence du pays à pouvoir couper ces arbres et pouvoir financer justement ce développement à travers notamment ces initiatives sur les forêts. Vous pensez aujourd'hui que la RDC doit changer son paradigme lors de la COP30 parce qu'en même temps qu'on demande au pays de ne pas couper ses arbres, on demande au pays de ralentir son rythme de développement, son dynamique développementale sur l'autel de la protection de l'environnement. Comment est-ce qu'on doit recouvrer ce fonds pour pouvoir justement faire face à concilier le développement et la protection de l'environnement? Je crois que nous revenons sur ce que nous avons dit. Non, avec une particularité. Oui. Avec une particularité, nous avons dans un domaine précis les crédits carbone, qui sont des fonds concrets qui doivent être injectés dans ces zones-là, qui doivent être protégées. La RDC est en train de se battre pour recouvrer ces 7 millions de dollars. On parle de plus de 100 milliards de dollars pour toute l'Afrique. La RDC, une grande partie de cet argent doit revenir au pays. Comment ça se fait? Déjà au mois de novembre aussi. À toute société civile, que le message voudriez-vous faire passer pour justement dans la conquête, dans la reconquête de ces fonds, de cette manne financière qui doit retomber sur les caisses de l'État pour promouvoir justement le développement local de ces populations qui sont obligées de s'abstenir de pouvoir s'investir pour couper les arbres et à avoir en contrepartie de l'argent frais pour financer son développement sur sa survie au quotidien. La RDC doit appuyer des actions communautaires de développement. Ça, c'est ce qui est très important. Et cela doit être exprimé dans ces différentes politiques. Et vous savez tous, comme vous l'avez dit, hein, les décisions qui se prennent au niveau international, toutes ne sont pas contraignantes, surtout dans le cadre de COP, qui est un... Voilà, et donc il faut travailler pour, n'est-ce pas, qu'est-ce que je peux dire, internaliser toutes les décisions ou tous les engagements que nous prenons au niveau international. Et c'est le travail que fait la société civile. C'est-à-dire, une fois qu'il y a une résolution prise au niveau international, par exemple, si je peux prendre le cas de l'accord de Paris, et qu'il faut peut-être aujourd'hui, parce que ça c'était l'une des recommandations de Bakou, nous devons, n'est-ce pas, intégrer notre registre dans le registre international. Parce que vous parlez du crédit carbone, mais la RDC se recherche encore. La RDC n'a pas de registre jusque-là. Et c'était soit la CNRED, s'il faut lire l'arrêté 047, et aujourd'hui, les attributions là qu'on reconnaissait avant à la CNRED est reconnue aujourd'hui à travers les décrets créant ou faisant fonctionner l'ARMACA, c'est-à-dire la Haute Autorité de Régulation du Marché Carbone, à cet organe-là. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas à qui poser la question. Et donc, d'abord en interne, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer pour répondre à toutes les questions qui seront, n'est-ce pas, discutées au niveau aussi le plus haut, c'est-à-dire au niveau de la COP. Et donc, au pays, ce que nous devons faire, comme je l'avais dit,
il y a des initiatives locales qui promeuvent, n'est-ce pas, les questions liées à la lutte contre le changement climatique. Il y a par exemple le processus de la foresterie communautaire. Plus de 4 millions d'hectares sont sous gestion communautaire. Et donc plus de 200 concessions forestières attribuées aux communautés locales et peuples autochtones pygmées en RDC. C'est un processus. Donc, ici, je parle de la foresterie communautaire qui vient responsabiliser les communautés pour une meilleure gestion, pour une gestion durable et communautaire de leurs propres ressources. Mais il faut voir les défis liés à l'accompagnement technique et financier que pose ces processus, que l'État peut, n'est-ce pas, appuyer à travers tout le fonds qui seront amassés dans ce sens-là. Moi, je pense que nous avons des leviers sur lesquels nous pouvons appuyer pour essayer d'injecter le fonds, essayer d'inciter les communautés à la gestion durable de leurs ressources. Et cela est très, très important. Les financements directs. Parce que nous apprenons qu'il y a des fonds, très souvent, généralement, mais ces fonds-là n'atteignent pas les vrais destinataires. Et donc, un travail qui va consister à assainir le secteur tout en promouvant, n'est-ce pas, les financements directs aux communautés locales et aux autochtones serait très très bien accueilli. Et ici, je cite le cas de ces processus, donc la foresterie communautaire, parce que la réponse climatique ne doit pas être seulement conçue au niveau international. Le pays a une responsabilité, donc au niveau national et au niveau infranational aussi. Les provinces doivent également contribuer, et aussi communautaires. Chaque communauté est censée pouvoir répondre, mais avec quels moyens? Et donc moi je crois que tout cela va être abordé dans ce sens-là. Alors, on va terminer par cette dernière question, à moins que vous disiez qu'on n'a pas été exhaustif. Jamais on le sera d'ailleurs, de toute façon. La PEM Action pour la promotion et la protection des peuples et espèces menacées. Quel est votre cahier de charge à la COP 30? Aujourd'hui, en tant qu'organisation gouvernementale, je sais que ça sera difficile, vous y allez. Une petite personnalité, donc vous-même en tant que structure, vous êtes dans une vaste coalition des acteurs pour la justice climatique. Et ça serait quoi les priorités de la société civile de manière générale, et vous particulièrement lors de la COP 30 qui est prévue au Brésil, je me rappelle dans la ville de Belém au Brésil? Ça serait quoi? Quelles sont les priorités de la société civile? Parce que vous faites partie aussi des parties prenantes à la conférence des Nations Unies sur le climat. APEM, où la société civile ira pour porter la voix des communautés, la voix de ceux qui conservent réellement les forêts, pour vanter les initiatives de conservation communautaire qui sont aujourd'hui pas très bien reconnues, pour, n'est-ce pas, aller démontrer que on ne peut pas conserver sans l'homme. La conservation et les droits humains doivent être au centre des actions. Pour aussi, là je suis en train d'avancer, aussi, monsieur le journaliste, démontrer que les politiques doivent être contextualisées et adaptées. Comprenez? Et donc, voilà autant de questions que nous allons apporter. Et voir, même lorsque je parle de politique, il doit être aligné aux engagements que le pays prend au niveau international et aux réalités de terrain. Et qu'est-ce que nous faisons comme société civile? Nous rapportons ce que l'œil de l'État ne voit pas très souvent. Parce que nous travaillons avec les communautés. Nous avons des projets, nous avons un ancrage communautaire. Nous allons sur le terrain, nous travaillons et nous ramenons les informations du terrain et nous rappelons aussi au gouvernement les engagements qu'il prend au niveau international. Et donc,
toutes ces initiatives-là, j'ai cité le cas de la foresterie communautaire, il faut dire que APEM travaille aussi sur ces volets-là. C'est l'un de nos domaines d'intervention. Et donc, nous irons pour vanter, n'est-ce pas, ce processus qui est porteur d'espoir pour les communautés locales. Aujourd'hui, j'ai cité plus de 4 millions déjà sous gestion communautaire, on en aura d'autres. Les plans simples de gestion qui permettent une gestion communautaire durable de ressources naturelles, ça a été prouvé que dans des terroirs déjà concédés aux communautés locales, il y a peu de taux de déforestation. C'est donc une réponse minime, mais qui est très communautaire, qui est vraiment au niveau de la base, mais qui a de répercussions au niveau le plus haut. Et donc, nous allons travailler dans ce sens-là. Nous irons pour, n'est-ce pas, dire aux uns et aux autres que ces processus-là ont aussi des défis. Ça, je l'avais dit ici. L'accompagnement technique et financier, il se pose un problème. Beaucoup de concessions sont abandonnées. Il faut qu'on essaie de pouvoir regarder cela. Il y a des politiques qui traînent jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que nous rappelons au gouvernement. Il y a des lois qui sont très importantes, qui sont très très attendues aujourd'hui, mais qui ne sont pas encore achevées. Et nous voulons, par exemple, la loi sur l'aménagement du territoire, la loi dite foncière, beaucoup de questions autour de réformes. La politique forestière est en cours d'élaboration. Et moi, je pense que si tout cela est fait conformément au contexte de notre pays, tout en respectant les engagements que nous prenons au niveau international, ce serait un gap, ce serait très important pour la biodiversité et la conservation dans notre pays. C'est ce que vous aurez souhaité. Bon, ça serait ce que la société civile doit porter comme message au niveau international. Mais qu'est-ce que vous aurez souhaité que les pays puissent dire justement lors de ce forum en tant que société civile? En tant que société civile, le pays doit nécessairement vendre ce que nous sommes. Nous avons des ressources, nous sommes un pays solution tel que nous les vantons, mais aussi améliorer notre gouvernance. Notre gouvernance pose des sérieux problèmes dans les secteurs dans le secteur forestier. Ouais. Et donc, il faudrait assainir à travers, par exemple, les réformes, comme je l'avais dit, la révision du code forestier, achever et finaliser la politique forestière. Et donc, nous avons aussi beaucoup de défis internes et même communautaires à pouvoir élever avant d'avancer vers ce que nous voulons et avant d'obtenir le résultat que nous souhaitons. Voilà, Maître Willy Éloi, chargé de campagne et monitoring au sein de l'organisation non gouvernementale APEM, qui doit être compris comme action pour promouvoir et protéger des peuples et espèces menacées. Il est membre de la société civile et environnementale. Merci d'avoir accepté l'invitation de Géopolis Télévision. L'émission Écoverte se termine ici et nous avons parlé justement de cette conférence internationale des Nations Unies justement sur la promotion du climat, la promotion de la protection, je veux dire, de l'environnement, la promotion, la protection, parce que les Nations Unies, depuis 1992, se réunissent toujours pour tenter de trouver la solution aux questions climatiques auxquelles les pays, l'humanité est confrontée. La RDC doit présenter un cahier de charge. Vous avez suivi cette émission où il parle justement des préoccupations de la société civile qui consistent à la prise en compte de la société, les revendications, les désirata de la société civile dans ce travail-là de développement du pays et de la protection de l'environnement. On a parlé de cette question qui est au centre justement des politiques environnementales du pays, c'est celle de la création du couloir vert Kivu-Kinshasa. Il a donné les avis et les considérations de la société civile. Je vous remercie également d'avoir fait confiance à Géopolis pour cet entretien. Monsieur Loa, on se retrouve pour la prochaine
émission avec d'autres acteurs. Bien sûr, c'est pas forcément vous, mais au moins, restez fidèles à notre programme Ecovert qui est diffusé sur les antennes de Géopolis et sur toutes les plateformes numériques de votre chaîne de télévision. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci.